Bonjour, alors aujourd'hui on va attaquer le dernier chapitre, c'est le chapitre sur le torseur cinétique, le torseur dynamique, l'énergie cinétique et le principe fondamental de la dynamique. C'est un résumé de cours, donc on va donc regarder l'essentiel et ça va vous permettre de faire le calcul dont vous aurez besoin. Normalement, vous aurez besoin du torseur cinétique et du torseur dynamique pour appliquer le PFD. Alors je vais commencer par ce qu'on appelle la quantité de mouvement et la quantité d'accélération. J'ai séparé le tableau en deux, si vous voulez, en deux parties, pour traiter les deux en même temps, parce que je vais traiter le torseur cinétique et le torseur dynamique en même temps aussi. Alors, je vais définir ce qu'on appelle la quantité de mouvement et la quantité d'accélération d'un système, bien sûr, par rapport à un repère R0. D'accord? Vous aurez donc un repère de référence, vous avez donc un système sigma, et vous allez utiliser donc, on va donc définir ce qu'on appelle la quantité de mouvement d'un système, donc la quantité de mouvement que je vais me noter un P. P, c'est un vecteur, un grand P. La quantité de mouvement d'un système sigma par rapport à R0 est égale, par définition, c'est l'intégrale. C'est la quantité de mouvement, donc c'est la vitesse de M par rapport à R0, et dm au point M, M appartenant au sigma. C'est la somme des quantités de mouvement de toutes les particules de vitesse V de M. Et la quantité d'accélération que je vais noter D, je vais vous faire un schéma si vous voulez, un dessin. La quantité d'accélération D du système sigma, toujours par rapport à un repère de référence, par exemple ici R0, est égale, l'intégrale est égale à l'intégrale sur l'accélération du point M par rapport à R0, dm, la masse au point M, M appartenant au sigma. Alors, j'ai donc défini deux vecteurs. Le premier, c'est la quantité de mouvement, et le deuxième, c'est la quantité d'accélération. Alors, si vous voulez, voilà votre système sigma. Voilà le repère R0, par rapport auquel vous allez étudier le mouvement de votre système par rapport au repère R0. Alors, la quantité de mouvement, alors vous prenez un point M, un élément de masse autour du point M, dm, et vous avez par exemple la vitesse du point M, bien sûr par rapport à R0, et la somme des vitesses dm, la somme des quantités de mouvement des particules dm de masse dm sur tout le sigma, ça va vous donner la quantité de mouvement, et la somme des accélérations, si je note ça, l'accélération du point M par rapport à R0, vous aurez gamma dm, l'intégrale sur sigma, ça va vous donner la quantité d'accélération. Alors on va commencer donc, ce sont deux vecteurs qui sont très importants pour définir les torseurs cinétiques et les torseurs dynamiques. Donc on va montrer en premier, on montre que P de sigma par rapport à R0 n'est rien d'autre que la masse du système sigma multiplié par la vitesse du centre de masse par rapport à R0. M, c'est la masse du sigma, masse de sigma, G, centre de masse du système sigma. Et donc, c'est la quantité de mouvement totale du système, c'est la masse totale multipliée par la vitesse du centre de masse. Si vous avez par exemple votre centre de masse ici, on peut donc à partir de là faire des calculs qui sont très intéressants. Voilà par exemple mon centre de masse, voilà par exemple la vitesse du centre de masse, la vitesse G par rapport à R0, et donc la masse multipliée par V de G, c'est la quantité de mouvement du système total. Donc cette chose-là, cette intégrale, on va montrer que cette intégrale n'est rien d'autre que la masse fois la vitesse du centre de masse par rapport à R0, fois la vitesse du centre de masse. Et de même, la quantité de mouvement total du système, qu'on a définie ici, la quantité de masse totale du système, n'est rien d'autre que la masse multipliée par l'accélération par rapport à R0. Vous voyez très bien que
ces deux choses vont nous permettre donc de calculer d'avoir directement. Donc, si on connaît donc la masse et la vitesse du centre de masse, j'aurai donc la quantité de mouvement totale. Et là aussi, si je connais l'accélération du centre de masse et la masse, j'aurai donc la quantité de mouvement totale du système. Alors, en effet, la démonstration, la démonstration, elle est la même pour les deux. Donc, je vais donc partir alors, du repère R0. J'ai donc la masse, j'ai le centre de masse et j'ai le repère R0. Le repère R0, vous pouvez prendre un repère R0 d'origine, par exemple, au 0, ça peut être l'origine A, B, C, comme vous voulez. Donc, je l'appelle l'origine 1. Et j'ai donc une base B0. Pour l'instant, j'aurai besoin de l'origine. Pourquoi? Parce que je devrais calculer la vitesse et l'accélération, donc j'aurai besoin d'une origine. Très bien. Alors, je sais très bien, d'après la définition du centre de masse, que O0G, la définition du centre de masse, O0G est égal 1 sur M, l'intégrale O0M dm au point M. Ça, c'est la définition du centre de masse. Hein. M appartenant à sigma. La définition du centre de masse, c'est l'intégrale sur sigma Gm dm est égal à 0. Donc, on introduit l'origine O0 du repère. Donc, je peux scinder ceci en deux parties. Donc, O0G est égal à 1 sur M, l'intégrale. Alors, c'est fini. Alors, on va supposer en plus, ce qui est très important, il ne faut pas l'oublier aussi, nous sommes en train d'étudier un système dont la masse est constante. Donc, vous aurez donc un système dont la masse M, elle est supposée constante. Je vais travailler donc avec un système dont la masse est supposée constante, donc je suis la masse qui est constante. Très bien. Alors, donc, une fois que j'ai ça, je pourrais faire la dérivation. Si je dérive ceci par rapport à T, je vais avoir D, je vais le mettre ici, hein, il vaut mieux. Si je fais la dérivée, je vais avoir D de O0G sur dt par rapport à R0. Ceci n'est rien d'autre que la vitesse de G par rapport à R0. Et ceci est égal à 1 sur M, puisque la masse est constante, l'intégrale d sur dt O0M par rapport à R0, dm au point M, et je suis sur sigma. Et donc est égal à 1 sur M, l'intégrale V de M par rapport à R0, parce que la dérivée de O0M sur dt par rapport à R0 n'est rien d'autre que la vitesse, et donc dm au point M, M appartenant à sigma. Et vous voyez très bien que ceci est égal, si seulement si vous voulez, si seulement si, M V G par rapport à R0 est égal à l'intégrale V de M par rapport à R0 dm au point M, M appartenant à sigma. Donc je viens de démontrer que cette chose qui est la quantité de mouvement total du système, qui est égale à P sigma par rapport à R0, n'est rien d'autre que la masse multipliée par la vitesse du centre de masse. D'accord? Et par la suite, vous allez me dire, et l'autre, bien sûr, l'autre, je continue la dérivation. Si je continue de dériver, je vais avoir M gamma G par rapport à R0, n'est rien d'autre que l'intégrale sur M appartenant à sigma, l'accélération de M par rapport à R0 dm au point M, et ceci n'est rien d'autre que D de sigma par rapport à R0. Et voilà, donc nous avons démontré que la quantité de mouvement total du système, n'est rien d'autre que la masse fois la vitesse du centre de masse, et la quantité d'accélération du système est égale à la masse fois l'accélération du centre de masse. Très bien. Donc nous avons donc deux choses déjà, choses qui sont essentielles à la définition du torseur cinétique. Eh bien, je vais définir deux autres vecteurs, comme ce que j'avais fait pour la quantité de mouvement et la quantité d'accélération. Je vais définir ce qu'on appelle le moment cinétique et le moment dynamique. Voilà, je vais définir exactement comme ceci. Sauf que pour le premier, je vais travailler avec la vitesse, et pour le second, je vais travailler par l'accélération. Je vais faire la même chose. Alors, le moment cinétique d'un système sigma par rapport à un repère R0, toujours, c'est comme pour la quantité de mouvement ou la quantité d'accélération. C'est le moment cinétique que je vais noter par un sigma. Normal, il y en a ceux qui le notent L, etc. Nous, on va le noter par un sigma. C'est le moment cinétique d'un système sigma. Vous voyez très bien que c'est très simple. Par rapport à un repère R0,
en un point Q. En un point Q. Le moment cinétique d'un système sigma par rapport à R0, par rapport à un repère de référence, exprimé au point Q. Le moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0, par définition, est égal à Qm vectoriel la vitesse de m par rapport à R0, dm au point m, m appartenant à sigma. Ça, c'est la définition du moment cinétique d'un système sigma par rapport au repère 0, mais exprimé au point Q. Point Q. Vous voyez très bien le point Q. Et ceci est vrai quel que soit le point Q appartenant à l'espace. Cette définition elle est vraie quel que soit le point Q. On n'est pas obligé de prendre le point Q qui appartient à sigma, etc. Elle est vraie quel que soit le point Q qui appartient à l'espace. Je vais vous faire la différence par la suite. Alors, ici aussi, je vais définir ce qu'on appelle le moment dynamique. C'est un vecteur que je vais noter avec un delta. C'est un vecteur, delta, c'est comme ici aussi. Sauf que ici, j'ai travaillé avec le vecteur vitesse. Là, je vais travailler avec le vecteur accélération. Le moment dynamique du système sigma par rapport à un repère R0 donné, mais exprimé au point Q, ou bien donné au point Q, est égal à l'intégrale Qm vectoriel gamma de m par rapport à R0, dm au point m, m appartenant à sigma. Voilà donc, bien sûr, quel que soit le point Q appartenant à l'espace. C'est-à-dire, ce que je voudrais vous dire, c'est pas comme le torseur des vitesses. Le torseur des vitesses, on est obligé d'avoir le point où on exprime la vitesse. Le point où vous exprimez la vitesse, c'est un point qui appartient au solide. Ici, ce point-là n'appartient pas au système, c'est un point qui appartient à tout l'espace. Bien. Alors, je vais démontrer. Donc, j'ai donc défini deux champs. Si vous voulez, j'ai défini deux champs vectoriels. J'ai défini le champ vectoriel. Le premier champ de vectoriel, c'est celui-là, qui à chaque point Q, je fais associer le moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0. Et j'ai un deuxième champ, il est ici. À chaque point Q, je fais associer le moment dynamique au point Q de sigma par rapport à R0. Ce sont deux champs vectoriels. Champ vectoriel, c'est un champ vectoriel. C'est un champ vectoriel. À chaque point Q, je fais correspondre, à chaque point Q de l'espace, je fais correspondre un vecteur. Donc, c'est un champ vectoriel. Champ vectoriel. J'ai deux champs vectoriels. Alors, je vais montrer que ces deux champs vectoriels sont des torseurs. Donc, celui-là est un torseur et celui-là est un torseur. Alors, il y a plusieurs manières de faire la démonstration. La démonstration la plus simple, je vais commencer par celui-là. Le plus simple, c'est de prendre par deux points P et Q, essayer de s'indissocier en deux parties pour avoir donc la relation de distribution des moments. Alors, montrons que ces torseurs, ces deux champs vectoriels définissent deux torseurs. Alors, on va faire la démonstration. En effet, vous voyez très bien que pour l'instant, je vais lentement, je ne cours pas, je suis à la vitesse normale. C'est pour ça que j'ai un petit peu résumé ceci. Alors, en effet, je prends deux points quelconques, P et Q, de l'espace, appartenant à l'espace. Quel que soit PQ appartenant à l'espace. Deux points de l'espace. Je sais que le moment cinétique, par exemple, au point P ou bien au point Q, comme vous voulez, je commence par le moment cinétique, c'est la même chose que pour le moment dynamique. Je ne fais la démonstration que pour le moment cinétique. Le moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0, c'est l'intégrale Qm vectoriel, la vitesse de m par rapport à R0 dm au point m sur sigma, m appartenant à sigma. Ça, c'est la définition. Quel que soit le point Q, quel que soit le point P, je prends ce point P, je scinde ceci en deux parties, c'est l'intégrale QP plus PM vectoriel la vitesse de m par rapport à R0 dm au point m, m appartenant à sigma. Et ceci est égal QP vectoriel ça plus PM vectoriel ça est égal à QP vectoriel la vitesse de m par rapport à R0, l'intégrale sur sigma dm au point m plus l'intégrale
PM, PM vectoriel, la vitesse de M par rapport à R0, dm au point M, M appartenant à sigma. Bien, jusque-là, c'est très bien. Alors, cette quantité-là, cette chose-là, n'est rien d'autre que le moment cinétique au point P du système sigma. Ça, c'est le moment cinétique, ça, c'est par définition. Ça, c'est le moment cinétique au point P de sigma par rapport à R0. Ça, c'est très bien. De ce côté-là, je suis en train de sommer sur les points M, la vitesse de M, dm au point M. Le vecteur QP, il n'y a pas de sommation sur le vecteur QP, je pourrais le sortir à l'extérieur. Et donc, je vais avoir QP, ce qui est égal à QP, vectoriel, l'intégrale V de M par rapport à R0, dm au point M, sur sigma, plus le moment cinétique, plus, je m'excuse, il n'y a pas de place, sur sigma, plus le moment cinétique au point P de sigma par rapport à R0. Bien, je suis arrivé ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Donc je vais un petit peu réécrire ceci sous la forme habituelle des torseurs. Pour faire apparaître la résultante d'un torseur, vous allez voir que je vais faire apparaître la résultante du torseur. Et là, je vais avoir, donc quel que soit PQ, donc je viens de démontrer que quel que soit PQ appartenant à l'espace, chaque fois je le dis, ce sont deux points qui appartiennent à l'espace, ce sont deux points quelconques qui appartiennent à l'espace. J'ai le moment cinétique au point Q, le moment cinétique au point Q, le moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0 est égal, je vais commencer par celui-là, c'est le moment cinétique au point P, égal moment cinétique au point P de sigma par rapport à R0, plus ce terme qui reste ici. Ce terme, je vais donc, c'est QP vectoriel, l'intégrale. Cette intégrale, rappelez-vous, cette intégrale, c'est quoi? Cette intégrale, je vais la laisser pour l'instant, cette intégrale, c'est la quantité de mouvement du système. C'est P de sigma par rapport à R0, d'après la définition que nous avons déjà posée. Ça, c'est la quantité de mouvement du système. Donc, au lieu d'écrire QP vectoriel, je vais avoir ça vectoriel PQ, plus l'intégrale, pour l'instant je le laisse, V de M par rapport à R0, dm au point M, M appartenant à sigma, vectoriel PQ. Vous voyez très bien que le moment cinétique au point Q est égal au moment cinétique au point P, plus quelque chose vectoriel PQ. Cette chose, c'est la résultante du torseur. Ça, c'est la résultante du torseur. Et donc, ceci est un torseur, puisqu'il vérifie la relation de distribution des moments, c'est la relation de distribution des moments, avec comme résultante générale du torseur, c'est cette quantité-là, qui n'est rien d'autre que la quantité de mouvement de sigma par rapport à R0. Eh bien, même chose. Donc, je viens de démontrer que ce champ de moment défini par le moment cinétique est un torseur. Et même chose, si vous voulez, vous allez refaire la même chose avec le torseur dynamique. Au lieu d'avoir ici, vous allez avoir le moment dynamique au point Q est égal au moment dynamique au point P plus l'intégrale gamma. Au lieu de la vitesse, vous allez avoir gamma. C'est ce qui différencie les deux. Et donc, je vais avoir deux torseurs que je vais définir ici. Voilà mon premier torseur et mon deuxième torseur. Alors, je vais définir en premier le torseur cinétique. Et par la suite, je vais définir le torseur dynamique. D'accord? Ici, je vais considérer le torseur cinétique, et là, je vais considérer le torseur dynamique. Alors, le torseur cinétique, ce n'est pas le torseur cinématique. Le torseur cinématique, ce n'est pas ça. Ça, c'est le torseur cinétique. Alors, le torseur cinétique, je vais noter un torseur, comme pour le torseur des vitesses, on a mis un V ici, et ici, je vais mettre un sigma.
pour dire sans flèche. Si vous voulez mettre un vecteur, vous pouvez la mettre, mais comme pour le torseur des vitesses, on a juste mis TV, sans vecteur. C'est le torseur cinétique de sigma par rapport à R0. Torseur cinétique de sigma par rapport à R0. Je vous rappelle que le torseur des vitesses, on l'a noté comme ceci. Torseur, vitesse, S par rapport à R0. Torseur des vitesses d'un solide par rapport à R0. Ici, torseur cinétique d'un système. Ici, torseur des vitesses d'un solide. Ici, vous avez torseur cinétique d'un système. Ce n'est pas la même chose. Ici, le torseur des vitesses, il est relatif au solide parfait, tandis que le torseur cinétique, il est valable quel que soit le système et quel que soit le point. Est égal. Donc, ce torseur est là pour résultante générale. La résultante générale, elle est ici, c'est P de sigma par rapport à R0. Et même chose, je vais, pour avoir les deux en même temps, le torseur delta, pour avoir le torseur dynamique, de sigma par rapport à R0 est égal, voilà. Ici, je vais avoir, au lieu de l'intégral sur phi, je vais avoir l'intégral sur gamma, donc c'est D, la résultante c'est D de sigma par rapport à R0, c'est la quantité d'accélération du sigma. Ici, c'est la quantité de mouvement de sigma par rapport à R0. Eh bien, il faut donc se donner un point. Pour écrire un torseur, il faut se donner un point. Pour le torseur des vitesses, je vous rappelle que pour le torseur des vitesses, je reviens sur le torseur des vitesses chaque fois. Pour le torseur des vitesses, je suis obligé de prendre un point A qui appartient au solide. C'est nécessaire. Et j'ai ici la vitesse du point A par rapport à R0, ici oméga de S par rapport à R0. Tandis qu'ici, je vais l'écrire en un point Q. Vous voyez très bien la différence déjà. Ici, je l'écris au point Q. Là aussi, je vais l'écrire en un point Q. Mais quel que soit le point Q, quel que soit le point Q, qui appartient à l'espace. Ce n'est pas comme pour le torseur des vitesses. Le point où j'écris le torseur doit appartenir forcément au solide. Ici, vous aurez donc le moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0, qui est donné par l'intégrale, je ne vais pas le réécrire. Ici, c'est le moment dynamique au point Q de sigma par rapport à R0, qui est donné par l'intégrale. Sauf que, donc j'ai les deux choses, je vais les fermer d'abord. Voilà mes deux torseurs. Le premier, c'est le torseur cinétique, le deuxième, c'est le torseur dynamique. Alors, ce qu'on va faire pour la suite, c'est d'essayer de calculer chaque terme. Le premier terme, le deuxième terme, torseur cinétique, le premier terme, le deuxième terme, torseur dynamique. Pour le premier terme, la quantité de mouvement, c'est déjà calculé. C'est la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse du centre de masse. Ça, c'est déjà calculé. Cette chose-là, on sait très bien qu'elle est déjà égale à la masse du système fois la vitesse du centre de masse du système total, la masse totale du système sigma, le centre de masse total du système sigma, fois donc la masse fois la vitesse du centre de masse. Tandis que celle-ci, on a déjà calculé, celle-ci, c'est la masse fois l'accélération du centre de masse par rapport à R0. Cette chose-là et cette chose-là, c'est-à-dire les résultantes du torseur cinétique et la résultante du torseur dynamique, on les a déjà calculées. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de calculer le moment cinétique et de calculer le moment dynamique d'un système. Alors pour faire les calculs, donc on va aller doucement, c'est-à-dire que en premier, on va vous dire la chose suivante. C'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Il faut d'abord déduire la chose suivante, c'est que le moment dynamique, on peut le calculer à partir du moment cinétique. Le moment dynamique, je pourrais le calculer à partir du moment cinétique, ça me permet donc de dire la chose suivante. Une fois que j'ai le torseur cinétique, je pourrais calculer le torseur dynamique directement, par dérivation. Je vais vous dire la chose suivante rapidement, c'est par dérivation. Une fois que j'ai le torseur cinétique, je pourrais calculer le torseur dynamique par dérivation. Alors, on va faire la démonstration. Alors, on remarque la chose suivante, déjà que la quantité d'accélération est égale à la dérivée de la quantité de mouvement. C'est déjà, donc, pour passer de là à là, pour passer d'ici à là, si vous voulez, pour passer d'ici à là, vous faites la dérivée. Vous prenez ceci
vous le dérivez par rapport au temps, par rapport à R0, vous trouvez la quantité d'accélération. Ça, c'est très bien. Alors maintenant, on va faire la chose suivante, on va trouver la relation qui existe entre ça et la dérivée de ça. D'accord? Alors, voilà la première remarque. La première remarque, c'est la suivante. On a donc très bien avancé. Vous voyez très bien qu'on peut avancer sans faire trop de démonstration. Alors, la première remarque avant de faire la démonstration, c'est que la quantité d'accélération est égale à la dérivée sur dt de la quantité de mouvement par rapport à R0. Donc, je pourrais passer de la résistance cinétique à la résistance dynamique par dérivation. Ça, c'est très bien. Alors, 2, je prends le moment cinétique en un point Q du sigma par rapport à R0 qui est égal à l'intégrale Qm vectoriel V de M par rapport à R0 dm au point M sur sigma. Je le dérive. Je vais faire la même chose. Je vais faire la dérivée pour voir qu'est-ce que ça donne. Je dérive d sigma Q sur dt de sigma par rapport à R0 par rapport à R0 est égal la dérivée de ceci, c'est l'intégrale sur sigma. La dérivée de ça, vectoriel ça. La dérivée de ça, c'est la vitesse de M par rapport à R0 moins la vitesse de Q par rapport à R0. Vectoriel V de M par rapport à R0, dm au point M, plus l'intégrale de Qm vectoriel la dérivée ça. C'est Qm vectoriel gamma de M par rapport à R0 et dm au point M. Alors je répète, je suis toujours sur sigma, je répète. La dérivée, alors cette première chose, ça, c'est la dérivée Qm sur dt par rapport à R0. Donc c'est la dérivée de Qm sur dt par rapport à vectoriel V de M, plus Qm vectoriel, la dérivée de V de M, c'est l'accélération. Eh bien ce terme-là, on voit très bien que c'est le moment dynamique au point Q. Ça, c'est le moment dynamique au point Q de sigma par rapport à R0 parce que vous avez l'accélération. Très bien. Eh bien, je vais avoir donc ceci. Je vais continuer un petit peu à avancer sur la démonstration. Voilà donc que vous avez donc fait la première dérivée. On va voir qu'on va passer par dérivation. Je vais vous montrer comment se mémoriser la dérivation. Normalement, c'est une dérivation torsorielle, mais on ne va pas le définir comme ça. On va donc montrer que, voilà, on trouve ceci par ce calcul. Alors, déjà, Vm moins V de Q, V de M moins V de Q vectoriel V de M. V de M vectoriel V de M, c'est 0. Il me reste moins V de Q que je pourrais sortir vectoriel l'intégrale. Et donc, moment cinétique, la dérivée sur dt, moment cinétique, sigma par rapport à R0 en R0 est égal moins V de Q, que je pourrais sortir parce que ça ne dépend pas du point M, vectoriel, l'intégrale V de M par rapport à R0, dm au point M, M appartenant à sigma, plus le moment dynamique au point Q de sigma par rapport à R0. Bien, vous allez me dire pourquoi ça. Je reviens ici. Vous avez Vm vectoriel Vm, c'est 0. Il vous reste Vq vectoriel Vm. Vq, vous pouvez le sortir de l'intégrale. Il vous reste Vq vectoriel, l'intégrale sur sigma de Vm dm. D'accord? Eh bien, ceci est égal ça. Je sais que c'est mvg, c'est la quantité de mouvement. Hein. Vous voyez très bien, on retrouve chaque fois cette quantité de mouvement, c'est moins v de Q par rapport à R0, vectoriel P de sigma par rapport à R0, plus le moment dynamique au point Q de sigma par rapport à R0. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ce que je veux moi, c'est calculer le moment dynamique. Et donc, je vais dire que, donc, le moment dynamique au point Q de sigma par rapport à R0 est égal. Le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique. Bien, c'est très bien. La voilà. La dérivée sur dt du moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0, mais plus un terme. Vous voyez très bien que ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait. On espérait avoir directement une dérivée, mais on a un terme.
Ce terme, c'est à cause de la dérivation torsorielle. Hein. Ce terme, c'est à cause de la dérivation torsorielle, plus quoi? Plus VQ, V de Q par rapport à R0, vectoriel P de sigma par rapport à R0. Voilà ce que ça me donne. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous écrire les deux torseurs. Comme ça, vous allez mémoriser ceci. Voilà ce que ça veut dire. Comme ça, je n'aurai pas besoin de faire plusieurs choses. Hein. Voilà ce que ça veut dire. C'est une dérivée torsorielle, hein, normalement. Mais normalement, on n'a pas fait de démonstration là-dessus. Donc, je vais vous montrer comment faire pour se rappeler. Voilà mon torseur cinétique. Voilà mon torseur cinétique. Mon torseur cinétique, c'est quoi? De sigma par rapport à R0 est égal. Et si j'ai la quantité de mouvement de sigma par rapport à R0, et si j'ai le moment cinétique de sigma par rapport à R0 au point Q, pardon, au point Q. Quand je dérive ceci par dérivation, ou bien pour passer directement au torseur dynamique de sigma par rapport à R0 est égal. Ici, je passe directement par dérivation dp sigma par rapport à R0 sur dt par rapport à R0. Ça, c'est d. Hein. Ça, c'est d. Ah, bien sûr, c'est d. Hein. Je vais l'écrire quand même. Hein. Ça, c'est la quantité de mouvement. Hein. D. D, ce n'est rien d'autre qu'une dérivation. Pardon. D de sigma par rapport à R0 est égal. C'est la dérivée de ça. Ça, c'est très bien. C'est une dérivée. Par la suite, le point Q, au même point Q, hein, vous voyez très bien que je passe d'un torseur cinétique au point Q à un torseur dynamique au même point Q. Voilà mon point Q. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? À quoi est égal ce moment dynamique Q de sigma par rapport à R0 est égal à ce que je viens de trouver là-bas. Ça veut dire est égal quoi? Est égal à la dérivée de ça. Est égal à la dérivée de ça, c'est-à-dire d sur dt, moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0 par rapport à R0, plus, vous voyez très bien, plus quoi? Alors pour se rappeler de ce plus, parce que normalement parfois on l'oublie, c'est une dérivation, hein, c'est une dérivation torsorielle. Mais là on vous donne seulement comment faire pour se rappeler à faire ce calcul. Plus, vous allez prendre plus quoi? Plus la vitesse du point Q vectorielle la quantité de mouvement. Donc, ce moment dynamique est égal. Alors, je reviens. Vous prenez le premier terme, vous passez à la dérivée, ça c'est très bien. Pour le second terme, vous prenez la dérivée de ceci, il est ici, plus la vitesse de ce point vectorielle, ce qui est ici, plus la vitesse du point Q par rapport à R0, vectorielle, la quantité de mouvement de sigma par rapport à R0. C'est ce que nous avons démontré d'ailleurs. Il est ici. Donc, l'essentiel, c'est ici. Parce que là, je passe par dérivation. Là, je vais passer par dérivation. Et l'essentiel, c'est ici, c'est le calcul de torseur cinétique. Donc, si j'arrive à calculer le torseur cinétique, c'est-à-dire si j'arrive à calculer juste ceci, c'est fini. J'aurai calculé donc les deux torseurs en même temps. Il faut faire attention. Alors, il y a quand même deux points très intéressants, ou bien deux cas simples, où cette relation de passage est très simple. Le premier cas, deux cas particuliers. Deux cas particuliers. Où le passage, ce passage devient un passage direct, par dérivation directe, sans second membre, sans ce terme de plus. Alors regardez, ce terme de plus, il peut être nul dans deux cas possibles. Soit que la vitesse du point Q est égale à 0, premier cas, si la vitesse du point Q par rapport à R0, où vous calculez le torseur cinétique, la vitesse de ce point est égale à 0. Dans ce cas, la dérivée, on passe directement. Dans ce cas, j'aurai le torseur dynamique. Le torseur dynamique de sigma par rapport à R0 est égal. Ici, la dérivée de P de sigma par rapport à R0 sur dt par rapport à R0. Ici,
Q, avec la vitesse de Q est égale à 0, ici vous aurez la dérivée du moment cinétique au point Q de sigma par rapport à R0 sur dt par rapport à R0, parce que ce terme n'existe plus si Q est égal à 0. Si Q est égal à 0, si la vitesse de Q est égale à 0, ce terme n'existe plus, ça c'est très bien. Et donc je vais passer de là à là, je dérive le premier et je dérive le second, c'est fini. Vous voyez très bien que c'est très simple. Lorsque vous choisissez de faire le calcul du moment cinétique, on a un point Q dont la vitesse est nulle. Si vous choisissez de calculer le moment cinétique on a un point dont la vitesse est nulle, eh bien vous aurez le torseur dynamique rapidement par dérivation de la première à la deuxième. Un deuxième cas, regardez ici vous avez la vitesse de Q vectorielle nv de g. Si vous prenez le point Q, c'est-à-dire si vous prenez si le point Q coïncide avec le centre de masse, c'est-à-dire si je vais faire le calcul au centre de masse. Si je voudrais par exemple exprimer le torseur cinétique au centre de masse pour avoir le torseur dynamique au centre de masse. Si je veux faire un calcul au centre de masse, c'est-à-dire Q est égal à G, si je voudrais calculer le torseur cinétique au point G, qui va me donner le torseur dynamique au point G, à ce moment-là, je vais avoir ici V de G vectoriel MVG est égal aussi à 0. Et si ceci est égal à 0, je vais avoir le torseur dynamique de sigma par rapport à R0. C'est aussi, mais cette fois-ci en G, est égal à dérivée de P de sigma par rapport à R0 sur dt par rapport à R0. Ici, vous aurez la dérivée du moment cinétique en G de sigma par rapport à R0 sur dt par rapport à R0. Vous voyez très bien que, généralement, on utilise ça. Parce qu'il est vrai toujours, lorsque vous prenez G, lorsque vous prenez le point Q comme étant le centre de masse, ou bien si vous voulez calculer le torseur cinétique et le torseur dynamique au centre de masse du système, eh bien vous passez de l'un à l'autre par dérivation. Sinon, si vous avez un point préférable où la vitesse est égale à 0, vous pouvez passer aussi par ce passage-là. Bien, alors on est donc arrivé à avoir la relation qui existe entre les deux, le passage de l'un à l'autre. Maintenant, quel est le problème? Le problème, comme je vous l'avais dit, c'est de revenir ici, de faire le calcul de ce terme-là. C'est ce terme-là qui va nous permettre de passer du premier au deuxième. D'ailleurs, une fois que je calcule le torseur cinétique, je pourrais aussi calculer l'énergie cinétique. Donc, on va définir par la suite. D'accord? Donc, le problème, c'est de faire ce calcul-là. Mais avant de vous montrer comment on fait ce calcul-là, je vais d'abord vous donner une remarque. Une remarque concernant le système, un système composé, un système où il y a plusieurs parties. I est égal à 1 à n, deux parties, soit sigma i, soit si, soit deux parties, c'est-à-dire je prends mon système, je le décompose en plusieurs parties, d'accord? Ou bien je prends mon système et je le décompose par exemple, si vous voulez, ou bien sigma est égal, l'union i est égal à 1 à n, de SI, de solide parfait. Solide parfait. Ce sont des solides parfaits, ou bien solides parfaits. Ou bien votre système, vous le décomposez en solide parfait, ou bien en système sigma i, c'est la même chose. Sigma, ça peut être un solide ou bien un système, un sous-système du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre système, vous pouvez le décomposer en plusieurs sous-systèmes, sigma i. Ou bien vous avez votre système, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Voyez? Ça, c'est pour faire la robotique, si vous voulez. Voilà. Et vous aurez les solides, les solides SI. Vous aurez des solides. Vous pouvez prendre, vous avez votre système total, il est composé de plusieurs solides. Ce sont des solides. Ou bien vous dites que non, mon système il est composé d'une partie sigma 1, sigma 2, etc., sigma 3, etc., 4, etc. Donc vous avez donc à choisir. C'est pas à choisir, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire la démonstration que je vais faire. Elle est valable soit pour le système sigma i, soit pour le solide SI. Je ne vais pas peut-être faire la démonstration, je vais juste vous donner la chose suivante. C'est très simple à démontrer, il faut s'en rappeler. Voilà, je vais l'écrire sans faire de démonstration. Si vous voulez la démonstration, vous pouvez
vous pouvez la faire à la maison en regardant le polycope. Voilà, je vous la donne. Alors, si sigma est égal, l'union I est égale à 1 à n, par exemple de SI, pour vous, parce que vous avez besoin de SI, c'est mieux que de sigma I, de solide SI, alors le torsaire cinétique de sigma par rapport à R0 est égal à la somme, c'est très simple, la somme des torsaires cinétiques de chaque solide SI par rapport à R0. Et le torseur dynamique de votre système par rapport à R0, c'est la somme I est égale à 1 à n de tous les torseurs dynamiques de vos solides par rapport à R0. Vous voyez très bien que si vous avez plusieurs solides, vous calculez le torseur cinétique de chaque solide, vous calculez le torseur dynamique de chaque solide, et vous faites la somme pour avoir le torseur cinétique. Sauf que lorsque vous faites la somme, il faut la faire en même point. Vous pouvez la faire en un point, mais revenir en même point pour faire la somme. La somme de deux torseurs, donc vous savez très bien que pour la somme de torseurs, il faut faire la somme en un même point. Je ne vais pas faire la démonstration, il faut s'en rappeler. Donc on va reprendre dans 2 minutes.